Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors vous racontez comment la conférence nationale souveraine de février 1990 a fait basculer le Bénin d'un régime autoritaire à la démocratie, et pas seulement le Bénin d'ailleurs. Pourquoi est-ce que tout a démarré au Bénin ? Non, je crois que le problème est que notre pays avait beaucoup souffert. Le problème était que les gens, à un moment donné, aient un niveau de souffrance qu'il ne faut pas dépasser. Il y avait des camps de concentration, on torturait, on tuait, et à un moment donné, vraiment, ça devait exploser. Et c'est à ce moment-là que, étant bien informé, le président Mitterrand a dit non, il faut arrêter ça, sinon tout va exploser. Et il a demandé à l'ambassadeur de France de dire à notre président que maintenant, il est temps. Parce que d'abord, il avait été pourchassé par des étudiants qui n'avaient plus rien à perdre. Des gens qui, n'ayant pas mangé, se suicidaient, se prostituaient, tout ça. Voilà ce que nous vivions à l'époque. Alors, si la conférence nationale a réussi, c'est aussi parce que le président Kérékou a lâché du lest. Est-ce que la chute de ce dictateur ne doit pas beaucoup à l'habileté, à la diplomatie de quelques Béninois ? Oui, c'est vrai. Incontestablement, des gens comme le professeur Dossou, c'est un habile manœuvrier qui a compris que le moment était venu, à moins de tomber dans quelque chose qu'on ne peut plus contrôler. C'est lui qui est, avec son équipe, est entré d'abord dans le gouvernement de Kérékou pour lui faire comprendre que ça ne peut pas durer comme ça sans que ça explose un jour. Et c'est ça qui a permis que Kérékou, sous la pression naturellement de Mitterrand, a cédé. Et puis, il y a peut-être eu la diplomatie du président de la conférence nationale, non ? Ah non, ça, Monseigneur de Souza a été exceptionnel. C'est un tacticien et un homme d'un calme à qui on ne rendra jamais assez hommage. Alors, dans votre livre, Monsieur le Président, vous racontez bien comment vous faites passer le Bénin d'une croissance négative à une croissance positive de plus de 5% par an. Et pourtant, quand vous vous représentez 5 ans plus tard, en 96, vous êtes battu au second tour par Mathieu Kérékou, le revenant. Comment vous expliquez cet échec ? D'abord, Foucault, c'est l'homme de basse besogne. Il a fait venir Kérékou et il a donné de l'argent pour sa campagne et tout. Bon, moi, je n'ai fait qu'un mandat, bon. Mais vous dites, Monsieur le Président, qu'à cette époque-là, vous aviez des relations importantes avec les États-Unis, du vice-président Al Gore, et que les Français ont peut-être voulu, pour paraphraser l'essayiste Pierre Biarnès, vous faire sentir le mort parce que vous regardiez un peu trop dans d'autres directions. Non, mais écoutez, après tout, Monsieur Boisbouvier, vous savez que j'ai été pendant près de 10 ans administrateur de 23 pays africains à la Banque mondiale. J'avais plusieurs attaches dans le monde. Est-ce que la France de Jacques Chirac ne vous trouvait pas un petit peu trop pro-américain ? Mitterrand ne trouvait pas que j'étais pro-américain. Pourquoi Jacques Chirac trouverait que je suis trop pro-américain ? Non, moi je crois qu'il y a un homme qui n'a pas fait beaucoup de bien à la France, qui s'appelle Foucault. Alors pendant la campagne de 1996, vous racontez comment l'opposition a fait campagne contre vous en disant que vous étiez l'homme de la dévaluation de 1994, une dévaluation de 50%. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir laissé le Premier ministre français de l'époque, Édouard Balladur, vous imposer un taux de dévaluation très brutal de 50%? Écoutez, c'est la France qui doit payer à la place des débiteurs africains. Et son Premier ministre dit « je ne paye pas ». Que voulez-vous qu'on fasse ? Qui peut forcer la France à payer? Non, je crois que tout le monde était convaincu que bon, la décision appartient à la France. Elle a dit non, et puis c'est terminé. Qu'elle ne pouvait pas supporter vraiment les dettes de ces anciennes colonies. Et ça s'est fait comme ça. Mais dans votre livre, vous dites que vous avez protesté contre cette dévaluation très forte de 50%, alors que le franc CFA n'était surévalué que de quelques 20% pour votre pays, le Bénin, comme pour le Togo, le Burkina Faso et le Mali. Oui, non, mais écoutez, mettez-vous à ma place. Si vous étiez simplement, mettons, un père, un chef de famille, brutalement, on vous coupe, mettons, on peut dire, la moitié. Mais comment allez-vous vous en sortir? Mais je vous rappelle à l'époque, ce que nous avons fait ici à Cotonou, il a fallu d'abord expliquer. Pendant ce temps, évidemment, tous les, comment dirais-je, les gens sans culture, surtout économique et tout, je racontais n'importe quoi. On bédit, des choses comme ça, moi je ne m'occupe pas de cela. Non, ce qu'il y a, c'est que quand vous avez brutalement, supposons que Donald Trump se lève en disant, voilà, maintenant je coupe, mais on aurait beaucoup de mal. On a vu déjà ce qu'il a commencé à faire pour ce qui concerne l'Ukraine, comment les gens réagissent. Alors imaginez vraiment que quelqu'un vous torde la main de cette manière-là, mais on n'avait pas le choix. Et tout le monde est surpris qu'on ait pu partir d'un taux de croissance négatif de -3 à +6 en l'espace simplement d'un mandat.
9 points. Mais on devait vraiment passer comme une lettre à la poste s'il n'avait pas eu, évidemment, mon ami Faucard. Absolument, je vois que vous y revenez toujours. Alors, au final, vous écrivez que cette dévaluation de 94, eh bien, elle a profité économiquement aux pays africains. Un remède de cheval aussi fort, vraiment, ça a été utile? Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont pu survivre, parce que vraiment ça a été violent, bon, mais on a dû s'adapter et trouver nous-mêmes nos propres solutions. Pour ce qui concerne le coton chez moi, j'ai dit à ce moment-là, il faut que nous puissions industrialiser l'Afrique. On ne laisse plus notre richesse être transformée à l'extérieur. On va transformer ça. Donc ça nous a obligés à trouver les solutions à l'industrialisation de l'Afrique. Alors vous écrivez que vous regrettez que la France continue d'exercer une tutelle monétaire sur les pays africains qui utilisent le franc CFA. Mais est-ce que quand même depuis 5 ans, il n'y a pas eu une réforme qui fait que la réserve d'argent des États africains sur un compte du Trésor français a été supprimée? Il n'y a plus de compte d'opération, non? Non, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire au fond, ce que je regrette un peu chez certains décideurs français, ils prennent les mesures toujours trop tard. J'ai écrit plusieurs fois au président français actuel. Il m'a pas répondu. Emmanuel Macron. C'est-à-dire, oui, alors que diriger un État, c'est pas une affaire facile. On peut échanger en disant j'ai tel problème, tu as tel autre, comment tu arrives à trouver des solutions. Mais comme je l'ai écrit 2 fois, il m'a pas répondu, j'ai dit bon, je n'insiste pas. Alors comment remplacer ce franc CFA aujourd'hui? Est-ce qu'il faut une monnaie nationale pour chacun des pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou une monnaie commune? Mais oui, mais écoutez, les peuples du Nigeria, les peuples du Bénin, ou bien les peuples du Togo, tout ça, ce sont les mêmes peuples. On peut trouver, moi, tout le temps, Obasanjo vient me voir. Pourquoi ce que l'Europe a réalisé au sortir de la guerre, nous, on ne pourrait pas le faire également? On doit vraiment créer une monnaie commune, c'est évident. Alors vous écrivez, Monsieur le Président, que 30 ans après votre départ du pouvoir, vos successeurs n'ont pas su tirer profit de l'élan économique et démocratique que vous avez donné à votre pays. Quel est votre principal regret depuis 30 ans? Moi, je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas une vision, c'est de bâtir un ensemble de l'Afrique de l'Ouest pour avoir un monde de paix. Et vous écrivez que sur le plan des libertés publiques, la situation au Bénin est devenue irrespirable car plusieurs opposants politiques ont été jetés en prison. À qui pensez-vous? Moi, je n'ai jamais mis quelqu'un en prison. Je n'ai jamais mis des gens en exil. Non, ça n'a pas de sens. Je parle au président Talon. J'ai demandé encore une audience. Je lui dis, écoute, c'est moi, en te soutenant, qui t'ai permis d'être président. Eh bien, je dis que cette année, l'année 2025, tu dois libérer tous les prisonniers politiques, les Rekia, le professeur Aïvo, tous ceux qui sont en prison. Et tu dois permettre à mon fils, Léadi, à qui tu as collé 10 ans, parce que tu dis, un chef d'État ne veut pas accepter que le maire de la capitale soit aussi populaire que lui. Et c'est le seul vraiment grief qui était articulé contre lui et tu lui as collé 10 ans. Ça va durer combien de temps? Votre fils qui est en exil, à l'étranger. Absolument. Alors tout ça là, j'ai gardé ma liberté de parole, de pensée, et en même temps, j'essaie de donner de bons conseils en disant le pouvoir n'est jamais facile. Quand tu as un pouvoir, il faut savoir comment l'utiliser. Mais là, cette année, on doit libérer tous les prisonniers politiques sans exception et permettre à tous ceux qui sont en exil de rentrer dans leur patrie. Non, mais parce que à mon âge maintenant, j'entre dans ma 94e année. Vous croyez que je dois avoir la langue de bois? Il faut libérer, non pas quelques-uns, mais tout le monde. Je lui dis ça. Et quand vous lui dites ça, qu'est-ce qu'il vous répond? Mais pour le moment, il ne me répond pas correctement. Alors l'élection présidentielle au Bénin, c'est dans 1 an. Est-ce que vous êtes confiant ou inquiet avant ce grand rendez-vous politique? Non, moi je sais, notre peuple a la capacité vraiment de rebondir. Moi, Boisbouvier, je vous parle à cœur ouvert. Vraiment, il est temps de libérer tout le monde. C'est normal. Est-ce que vous pensez que la présidentielle de l'année prochaine pourra être inclusive? Mais ce sera obligatoirement inclusif. D'abord, on aura libéré tout le monde. Ça, faites-moi confiance. On aura libéré tous les prisonniers politiques, Rekia Madougou, on aura libéré le Joël Aïvo, tous les exilés seront rentrés et diront au président Talon ce qu'ils pensent de lui, de sa manière de gouverner un pays. Il a réalisé de belles routes, il a fait de beaux bâtiments, il y a des choses qu'on le reconnaît.
Tu vois, il a fait des choses admirables, mais il a fait des choses détestables. Et il n'y a que Dieu qui est la perfection. Est-ce que vous pensez que le président Talon tiendra parole et quittera le pouvoir dans un an? Je suis persuadé que s'il ne le quitte pas, il aura choisi son destin. Alors vous êtes à la retraite, mais vous n'êtes pas inactif, loin de là, puisque l'an dernier, avec un autre ancien président, Thomas Boniayi, vous êtes allé à Niamey pour essayer de faire rouvrir la frontière entre le Niger et le Bénin. Vous n'y êtes pas arrivé. Est-ce que vous êtes déçu? Non, moi je suis invité à nouveau par le général Tiani, je vais aller là-bas. Je crois qu'il ne faut jamais, quand tu fais du bon travail, quand tu travailles pour ta patrie, nous continuerons ce travail jusqu'à la victoire. Donc vous êtes invité à nouveau à Niamey? À nouveau, oui. Moi, je suis optimiste. Et vous irez quand à Niamey, Monsieur le Président? Pour le moment, j'attends parce que moi, j'attends que l'ambassadeur ici, on verra comment les choses se passeront. Je vous tiendrai informé. Et vous irez avec Boniayi comme la dernière fois? Mais évidemment, Yahi Boni était à mon cabinet, il était mon proche collaborateur. On continue de travailler ensemble. Donc vous espérez qu'un jour la frontière va rouvrir entre vos deux pays? Absolument. Nous travaillons pour ça et il n'y a pas de raison. Si on veut bâtir un ensemble de 500 millions en Afrique de l'Ouest, qui est cette petite dispute, c'est totalement hors de saison. Et Donald Trump, le nouveau président américain, vous en pensez quoi? Mais vous savez, Donald Trump, au moins, ne trompe personne. On l'a vu déjà la première fois. Il dit des pays africains que nous sommes des pays de merde. Bon, on a dit la même chose des Chinois pendant longtemps. Et comme a dit Perfit un jour, méfiez-vous, le jour où la Chine se réveillera, le monde tremblera. Bon, moi je dis, Trump est libre d'avoir son opinion, mais qui se méfie. Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup. Un grand merci pour la confiance que vous m'avez accordée, Monsieur le Président. Non, mais nous sommes de vieux complices, vous le savez. Vous m'aviez gentiment reçu à Cotonou, bien sûr, mais aussi à l'hôpital du Val-de-Grâce quand vous aviez été On se connaît depuis longtemps. Et votre empoisonnement de 1991 pendant la campagne présidentielle, qui en est l'auteur à votre avis? Quoi qui... Et votre empoisonnement de 1991 Oh, écoutez, vous savez, comme je suis ouvert à tout le monde, peut-être que j'ai été imprudent, je ne me rappelle plus. Bon, même si les gens qui ont fait ça, je leur ai pardonné depuis longtemps. Mais vous savez qui c'est? Non, je ne connais pas. Il vaut mieux oublier ça. Moi, je suis en vie. La plupart de ces gens sont déjà morts avant moi. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je remercie Dieu, c'est tout. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup.